Nous voici dans MQ38 où nous allons regarder quelques résultats qui nous amènent à admettre obligatoirement que pour certains atomes, inévitables, eh bien, le moment magnétique sur un axe particulier qui est défini par un champ magnétique, pour ce moment magnétique projeté sur cet axe, eh bien, est quantifié, c'est-à-dire ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, alors qu'on pensait classiquement que toutes les valeurs étaient possibles. Voilà. Bien, alors regardons un peu ce dont il s'agit. Bien sûr, dans le document, on vous explique qu'il faut déjà faire une vapeur de jet atomique, c'est-à-dire être dans un vide ultra poussé, avec quelque part une zone très chaude qui permet de vaporiser, je dirais, la structure, et avec un trou qui permet de faire sortir un jet d'atomes relativement espacé, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interaction de l'un sur l'autre. Donc on a des atomes qui arrivent avec une certaine vitesse dans une zone comme ceci. Voilà. Donc elles arrivent avec une vitesse de 0. Et on va faire agir ici un champ magnétique, qui va avoir une très forte inhomogénéité. Voilà. Et donc, on va avoir sur cet axe-là, qui est l'axe des Z, un d de Bz sur dz qui est grand, qui est très grand devant les variations latérales, et qu'en fait, tout va dépendre, quand l'atome va passer, quand il va subir le champ magnétique, eh bien, tout va dépendre de cette grandeur-là. Je vous rappelle que la force que subit un dipôle magnétique, c'est quand même F égale M scalaire gradient de B. Et un calcul développé dans le document vous montre que ce qui va compter, c'est des B sur des Z. Donc, la géométrie du champ magnétique aidant, on fabrique quelque chose qui a un fort gradient sur cet axe-là, et donc, eh bien, selon la valeur de MZ, eh bien, on va avoir quelque chose qui va être dévié comme ceci, dévié comme cela, et dévié comme n'importe quoi. Ici, c'est pour les MZ qui vont être maximum. Ici, c'est pour les MZ minimum. Or, que peut valoir MZ? Eh bien, si on a un moment magnétique M qui vaut M0 vecteur U, il a une direction quelconque dans l'espace, caractérisée par ce vecteur normé vecteur U. Le vecteur U, dans ce qui nous intéresse pour MZ, il va passer finalement de manière à ce que MZ appartienne à l'intervalle moins M0 plus M0, c'est-à-dire toutes les orientations possibles sur Z, positives et négatives. Donc on a, a priori, tout un tas de possibilités de valeurs de MZ dans un intervalle donné. Depuis moins M0 jusqu'à plus M0, en passant par 0, par des termes positifs, par des termes négatifs, et on met à l'intérieur. Et donc, quand on regarde sur un écran l'impact que l'on devrait avoir, donc une fois qu'on est sorti de la zone, je dirais, de déviation, eh bien, il s'en va tout droit, on devrait avoir des impacts qui sont sur un intervalle. C'est-à-dire, on devrait avoir ici, comme réponse, eh bien, 0, une tâche, comme ceci. Voilà. Voilà ce qu'on devrait avoir sur l'écran dû aux impacts. Alors évidemment, vous comprenez, le document vous explique que les atomes arrivant en faible quantité, le moins nombreux possible à chaque fois dans l'appareil qui les dévie, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interaction de moment à moment, eh bien, les impacts qui ont lieu là ont lieu un par un, et que si on veut voir quelque chose sur un écran dit fluorescent, il faut filmer, photographier, enregistrer la photo avec un long temps de pause. Voilà. Vous aurez la possibilité de voir que le temps de pause qui avait été choisi par Stern et Gerlach, qui sont ceux qui ont mis ça au point, eh bien, était de plusieurs heures. Et donc, il s'attendait à ce que, puisque toutes les valeurs de MZ peuvent être réparties entre moins M0 et M0, eh bien, d'avoir une tâche, d'autant plus large, d'autant moins large que la force, c'est-à-dire le gradient des BZ sur des Z, était plus ou moins grand. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont eu. Voilà. C'est-à-dire qu'il est très clair que ce qu'ils ont obtenu, c'est en fait quelque chose qui était comme ceci.
Voilà. Et oui, ils ont pris des atomes d'argent, et pour les atomes d'argent, la vapeur d'argent, quand on fait ceci, on ne trouve pas une répartition continue entre, je dirais, plus M0 moins M0, c'est-à-dire une tâche qui s'étale, on trouve deux pics. Ce qui veut dire qu'il y a des valeurs de MZ qui sont autorisées et des valeurs de MZ qui sont interdites. Si on change la nature des atomes, on va changer le nombre de tâches. On peut en avoir 0, mais toujours un nombre entier de tâches, et soit la valeur non déviée est absente et on a un nombre de tâches pair, soit la valeur non déviée est présente et un nombre de tâches impair. Voilà. Et après, tout est dans l'art de retrouver, je dirais, le nombre de tâches que l'on va avoir, d'en déduire les propriétés, je dirais, du module et des valeurs de MZ, et c'est ça la quantification du moment magnétique. Donc cette expérience, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. On va générer un faisceau d'atomes, de vapeur, d'un métal, d'argent par exemple. Voilà. On applique une force qui va être verticale et qui va dépendre de la valeur de la projection de son moment magnétique sur l'axe des Z. Si toutes les projections sont autorisées, entre plus le module et moins le module, on devrait avoir une répartition sur une grosse tâche au niveau de l'écran. Ce n'est pas le cas. On voit des tâches séparées les unes des autres. Alors évidemment, dans l'expérience initiale, c'était effectivement assez intime, il fallait regarder avec une loupe, mais il n'y avait pas photo. C'est-à-dire qu'il y avait bien des plots séparés. Il y avait bien quantification spatiale dans l'espace du moment magnétique. Bien, ça c'est l'expérience de Stern-Garlin. Après, on en déduit tout un jeu de nombres entiers pour essayer de déterminer eh bien, le module maximum, les différentes valeurs de MZ qui sont autorisées, ce que vous retrouvez plus ou moins caché d'ailleurs dans, je dirais, le nombre quantique M dans la structure électronique des atomes. Voilà. Et donc, ceci, c'est la première expérience qui a montré que c'était comme ça. Il y avait quantification du moment magnétique sur un axe quand on lui demande de se projeter. C'est-à-dire qu'on applique un champ magnétique qui va rendre l'espace asymétrique, il va y avoir déviation, mais on n'a pas toutes les déviations possibles. On n'a que ça. Donc, vous regarderez précisément cette approche documentaire qui va vous expliquer par le menu mais ce qu'on fait pour obtenir le jet d'atomes, comment on se débrouille pour faire le champ magnétique, quelle est la loi de la déviation et ce qu'on doit avoir et en fait ce qu'on a et comment on interprète ce qu'on a en termes de nombres entiers. Voilà. De nombres entiers relatifs, mais entiers quand même, pour nous permettre de représenter finalement les structures qui sont possibles et accessibles à ces atomes. Voilà. Ceci finit, je dirais, le cours de mécanique quantique en tant que tel. À partir de maintenant, nous allons faire des exercices, nous allons faire des résolutions de morceaux de problèmes dans ce domaine-là et en même temps des révisions. Bon. Je vais rentrer en contact avec vous dès cet après-midi par téléphone, individuellement, pour qu'on fasse le point et qu'on essaie de vous rendre un peu le moral. Voilà, donc ceci est l'étape ultime de ce que vous devez connaître. Alors bien sûr, tous les calculs qui sont afférents à ça ne sont pas à connaître, mais vous devez savoir que, contrairement à une répartition continue attendue en mécanique classique, vous avez une répartition dans l'espace par plot, ce qui fait que la grandeur initiale qui va faire qu'on a telle ou telle valeur, c'est-à-dire la composante sur Z du moment magnétique, n'est pas autorisée à prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle continu. Il ne peut en prendre que certaines. Voilà. Combien, quelle valeur, tout ça reste à déterminer. L'origine du moment magnétique dans les atomes est aussi expliquée là-dedans. On ne peut pas penser que le moment magnétique d'un atome n'est dû qu'à son cortège électronique qui serait dans une image classique, en train de tourner autour du noyau, comme chacun d'eux faisant une petite spire de courant, n'est-ce pas? Et que chaque spire de courant a un moment magnétique, et que donc il y a un moment magnétique dit orbital, oui, il peut exister, mais pas que. On est obligé d'admettre, sans savoir l'origine, que chaque particule, quoi qu'elle fasse, quelle que soit l'association à laquelle elle appartient, possède en elle-même, dans son identité, bien sûr une masse, bien sûr une charge, mais pas que. Aussi un moment magnétique personnel qu'on appelle son spin.
Voilà. Et que si on n'admet pas que le spin puisse exister pour une particule, on ne peut pas expliquer l'expérience de Stern-Gerlach. C'est donc l'arrivée du spin. Voilà. On ne vous en demandera pas plus, bien sûr, mais d'avoir compris un peu comment les choses s'articulent. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.